sous un ciel d'étoiles voilé par les ombres des projecteurs, où chaque sourire est scruté, chaque geste décortiqué, une énigme se tisse dans le silence, murmurant des vérités cachées derrière une légende. Une femme, née dans les ruines d'une Italie déchirée par la guerre, a défié le destin pour devenir une icône intemporelle, mais un mystère plane. Un drame inattendu, une chute brutale, aurait-il ébranlé celle que le monde croyait invincible? Que s'est-il passé dans les derniers jours de Sophia Loren, cette déesse de l'écran dont la lumière a captivé des générations? Si ce voile d'intrigue vous attire, si vous brûlez de découvrir les secrets d'une vie tissée de triomphes et de tragédies, abonnez-vous maintenant pour plonger dans cette saga envoûtante et toutes celles qui suivront sur notre chaîne. En rejoignant notre communauté, vous serez au premier rang pour dévoiler les récits exclusifs des figures qui ont façonné l'histoire, des histoires qui capturent l'âme et tiennent en haleine. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche et embarquez avec nous pour percer le mystère de Sophia Loren, car chaque récit est une invitation à explorer l'humain derrière l'icône, une chance de vibrer au rythme des vies extraordinaires. Dans les ruelles poussiéreuses de Pozzuoli, près de Naples, une petite fille frêle, aux joues creusées par la faim, courait pieds nus sous un ciel zébré par les éclairs des bombardements. Née Sofia Villani Cicolone en 1934, dans une salle de charité romaine, Sophia Loren n'était pas destinée à la grandeur. Enfant illégitime d'une mère actrice en herbe, Romilda Villani, et d'un père absent, Riccardo Cicolone, elle grandit dans un monde où la guerre dictait chaque instant. Les sirènes hurlaient, les bombes pleuvaient, et les rations de nourriture, rares, laissaient son corps frêle marqué par la malnutrition. Elle se souvient, des décennies plus tard, de cette période avec une clarté poignante, survivre à chaque jour était une victoire. La peur était partout, mais elle forgeait aussi l'espoir. Sa mère, une femme au caractère indomptable, rêvait d'une vie meilleure pour ses filles, Sofia et Maria, mais la réalité était cruelle. Leur maison, un appartement exigu, résonnait des cris des voisins et des grondements des avions. Pour joindre les deux bouts, la grand-mère de Sofia transformait leur salon en un pub de fortune, où Romilda jouait du piano et sa tante chantait des mélodies napolitaines pour divertir les soldats américains. À seulement 8 ans, Sofia, trop jeune pour servir de l'alcool, lavait les verres et apportait des plats, ses petites mains tremblantes apprenant déjà l'art de plaire, de capter un regard, de raconter une histoire sans mots. Ces moments, humbles et rudes, plantèrent les graines de la performeuse qu'elle deviendrait, une femme capable de transformer la douleur en éclat. La guerre laissa des cicatrices, non seulement sur la ville de Naples, mais aussi sur l'âme de la jeune Sofia. Elle se souvenait des nuits passées dans des abris, blottie contre sa mère, écoutant le sifflement des obus. Une fois, une bombe explosa si près que des éclats traversèrent le mur de leur maison, manquant de peu la famille. Ces souvenirs, qu'elle partagerait plus tard dans son autobiographie, Yesterday, Today, Tomorrow, forgèrent une résilience qui devint sa marque de fabrique. Pourtant, même dans la misère, il y avait des éclairs de lumière. Sa mère, ancienne beauté de province, lui racontait des histoires de cinéma, de stars hollywoodiennes comme Greta Garbo et Marlène Dietrich, insufflant à Sofia l'idée qu'un autre monde était possible. À l'école, elle était moquée pour sa maigreur et surnommée « Stechetto », le cure-dent, mais sa mère voyait en elle une beauté naissante, une force intérieure qui attendait son heure. Adolescente, Sofia changea. La fillette maigre s'épanouit en une jeune femme aux épaules larges, à la silhouette voluptueuse, à la présence magnétique. À 15 ans, en 1949, elle s'inscrivit au concours Miss Italia sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro, un nom choisi pour évoquer une étoile naissante. Bien qu'elle ne remportât pas la couronne, son allure et son charisme attirèrent l'attention des juges et des recruteurs. « J'avais des rêves plus grands que les ruines autour de moi », confia-t-elle dans une interview des années plus tard. Déterminée à échapper à la misère, elle suivit sa mère à Rome, où Romilda espérait relancer sa propre carrière d'actrice tout en guidant sa fille. Sofia s'inscrivit à des cours de comédie, apprenant à maîtriser sa voix, son regard, son corps. Ses premiers rôles au cinéma furent modestes. Une figurante dans Quo Vadis en 1951, une apparition fugace dans des productions locales. Mais son ambition était insatiable. Elle passait des heures à observer les actrices sur grand écran, étudiant leurs gestuels, leur façon de captiver une salle. C'est alors qu'un homme allait changer sa vie. Carlo Ponti, un producteur de 37 ans, repéra cette adolescente aux rêves débordants lors d'un casting. Fasciné par son potentiel, il décida de façonner une étoile, lui donnant le nom de Sophia Loren, un clin d'œil à l'actrice suédoise Marta Torén, mais avec une touche italienne. En 1954, à seulement 20 ans, Sofia éclata dans L'Or de Naples, un film de Vittorio De Sica qui révéla son talent brut.
Jouant une marchande de pizza dans les rues animées de Naples, elle apporta une authenticité vibrante, mêlée d'humour et de vulnérabilité, qui captiva le public. Ce rôle marqua sa percée, transformant Sofia Lazaro en Sophia Loren, une actrice dont le nom commencerait à résonner au-delà des frontières italiennes. La même année, elle entama une collaboration légendaire avec Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme, réalisée par Alessandro Blasetti. Leur chimie à l'écran, électrique et naturelle, fit d'eux un duo iconique. Sofia, avec sa sensualité confiante et son charisme inné, incarnait des femmes fortes, audacieuses, loin de l'enfant affamé qu'elle avait été. Elle se souvient de ces années comme d'un tourbillon, je travaillais sans relâche, apprenant sur le tas, guidé par des réalisateurs qui voyaient en moi quelque chose que je commençais à peine à comprendre. Chaque rôle était une étape, une brique dans la construction d'une carrière qui allait redéfinir le cinéma italien. Hollywood ne tarda pas à frapper à sa porte. En 1957, à 23 ans, elle signa un contrat avec Paramount Pictures, un saut audacieux pour une jeune femme qui parlait à peine anglais. Elle apprit la langue en quelques mois, répétant des phrases phonétiquement pour ses auditions. Son premier grand rôle hollywoodien fut dans L'Orgueil et la Passion, aux côtés de Cary Grant et Frank Sinatra. Grant, charmé par sa beauté et son esprit, devint un ami proche, et les rumeurs d'une romance naissante firent les choux gras des tabloïds. Sofia, cependant, gardait les pieds sur terre, consciente que sa carrière dépendait de son talent autant que de son allure. Elle enchaîna avec La Maison sur la colline en 1958, où elle tint tête à des géants comme Clark Gable. Mais c'est en 1961, avec La Ciociara, qu'elle atteignit l'apogée de sa carrière précoce. Sous la direction de Vittorio De Sica, elle incarna Césira, une mère veuve luttant pour protéger sa fille dans une Italie ravagée par la guerre. Sa performance, brute et dénuée de glamour, toucha le cœur du public et des critiques. À 25 ans, lors de la cérémonie des Oscars en 1962, elle reçut la statuette de la meilleure actrice, devenant la première à être honorée pour un film en langue étrangère. Incapable d'assister à la cérémonie en raison d'un tournage, elle reçut la nouvelle par téléphone, pleurant de joie dans sa chambre d'hôtel. Ce triomphe, des ruines de Naples au sommet d'Hollywood, était un miracle, une preuve que la détermination pouvait défier toutes les barrières. Les années 1960 furent une décennie d'or pour Sofia. Elle alterna entre les blockbusters hollywoodiens et les films italiens acclamés, prouvant sa polyvalence. Dans Elsie en 1961, aux côtés de Charlton Heston, elle incarna Chimène, une héroïne tragique, apportant une chaleur authentique qui conquit le réalisateur Anthony Mann. Elle se souvient de ce tournage comme d'un défi, j'étais intimidée par Charlton, mais il m'a traitée comme une partenaire, pas seulement comme une jeune actrice. En 1963, elle brilla dans Hier, Aujourd'hui et Demain, une comédie en 3 parties réalisée par De Sica, où son striptease iconique face à Mastroianni devint une scène légendaire. En 1965, Lady L, avec Paul Newman, lui permit d'explorer une facette plus complexe, jouant une veuve manipulatrice avec un mélange de charme et de mystère. Pourtant, certains rôles, comme dans Arabesque avec Gregory Peck ou Une comtesse de Hong Kong avec Marlon Brando, dirigé par Charlie Chaplin, ne capturèrent pas pleinement son potentiel, selon les critiques. Elle admit plus tard avoir trouvé Brando difficile sur le plateau, son comportement imprévisible contrastant avec son propre professionnalisme. Malgré ces défis, elle restait une étoile, sa présence à l'écran éclipsant les faiblesses des scripts. Dans les années 1970, Sofia ralentit son rythme pour se consacrer à la maternité, un rôle qu'elle chérissait autant que celui d'actrice. Après des années de lutte contre l'infertilité, marquée par des fausses couches douloureuses, elle donna naissance à ses fils, Carlo Jr. en 1968 et Eduardo en 1973, grâce à des traitements de FIV. Ces naissances furent une victoire personnelle, un contrepoids à la gloire publique. Pourtant, elle ne délaissa pas le cinéma. En 1970, elle joua dans Sunflower, un drame poignant avec Mastroianni, qui fut nominé aux Oscars. En 1974, Le Voyage, sa dernière collaboration avec De Sica, la vit incarner une femme confrontée à l'amour et au sacrifice. En 1977, Une journée particulière, réalisée par Ettore Scola, marqua un sommet. Jouant Antonietta, une femme au foyer solitaire dans l'Italie fasciste, face à un Mastroianni bouleversant, elle livra une performance subtile et émouvante. Le film, un succès au box-office américain, lui valut un 7e prix David di Donatello et consolida son statut de légende. Elle se souvient de ce tournage comme d'un moment de grâce, Marcello et moi n'avions pas besoin de parler. Nous nous comprenions d'un regard. Les années 1980 marquèrent un tournant.
Sofia, désormais dans la quarantaine, devint plus sélective, choisissant des projets qui résonnaient avec sa vision artistique. Elle se lança dans des entreprises hors écran, notamment une ligne de lunettes élégantes qui rencontra un succès immédiat, mêlant mode et fonctionnalité. Elle publia également In Cucina con Sofia, un livre de recettes partageant son amour des traditions culinaires napolitaines, des plats simples comme la pizza margherita aux desserts riches comme le tiramisu. Son engagement humanitaire s'intensifia. Nommée ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies, elle défendit les droits des enfants et des réfugiés, voyageant dans des zones de crise pour sensibiliser le monde. En 1982, elle affronta une épreuve personnelle. Accusée de fraude fiscale par le gouvernement italien dans une affaire visant à discréditer son mari Carlo Ponti, elle purgea 18 jours de prison. L'expérience fut humiliante, mais elle en sortit avec dignité, acquittée des décennies plus tard. Ce scandale, bien que douloureux, ne brisa pas sa détermination. Dans les années 1990, Sofia continua de briller, bien que plus sporadiquement. En 1994, elle joua dans Prêt-à-porter de Robert Altman, un rôle secondaire qui lui valut une nomination au Golden Globe. En 1995, Les Grincheux 2, aux côtés de Walter Matthau et Jacques Lémon, fut un succès commercial, rappelant son charisme intemporel. Elle se souvient de ce tournage avec tendresse. Walter et Jacques étaient comme des oncles taquins. Nous rions sans arrêt. En 2009, après une pause de 15 ans à Hollywood, elle revint dans Nine, une comédie musicale de Rob Marshall, jouant la mère de Daniel Day-Lewis. Sa performance, empreinte de nostalgie et de gravité, rappela au monde sa présence légendaire. À 80 ans, en 2014, elle fit une apparition poignante dans La Voix humaine, un court-métrage réalisé par son fils Eduardo Ponti, prouvant qu'elle pouvait encore captiver avec une économie de gestes. Puis, à 86 ans, elle livra une performance magistrale dans La vie devant soi, également réalisée par Eduardo. Incarnant Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste nouant un lien avec un jeune immigré sénégalais, elle offrit une interprétation d'une authenticité déchirante. Les critiques saluèrent son courage, notant qu'elle avait relevé un défi émotionnel et physique à un âge où beaucoup se seraient retirés. Eduardo déclara « Ma mère n'a jamais eu peur de se mettre à nu. Ce rôle était son âme à l'écran. » La vie amoureuse de Sofia fut aussi romanesque que ses films. En 1950, à 16 ans, elle rencontra Carlo Ponti, un producteur de 37 ans qui devint son mentor, puis son grand amour. Leur différence d'âge et le mariage existant de Carlo avec Giuliana déclenchèrent un scandale. En Italie, où le divorce était illégal, leur mariage par procuration au Mexique en 1957 fut dénoncé comme de la bigamie, forçant le couple à l'annuler. La presse italienne vilipenda Sofia, la traitant de briseuse de ménage, tandis que l'Église catholique condamna leur union. En 1965, devenus citoyens français, ils se marièrent légalement en 1966, après que Carlo obtint son divorce. Leur amour, forgé dans l'adversité, resta inébranlable. Ils élevèrent 2 fils, Carlo Junior et Eduardo, dans une maison remplie d'amour, malgré les pressions extérieures. En 1977, le gouvernement italien saisit leurs biens pour des accusations de fraude fiscale, les obligeant à s'exiler temporairement en Suisse. Sofia resta fidèle à Carlo jusqu'à sa mort en 2007, après près de 50 ans d'union. Elle écrivit dans son autobiographie « Carlo était mon ancre, mon refuge. Sans lui, je n'aurais pas été la femme que je suis. » Sofia noua aussi des amitiés profondes avec ses partenaires à l'écran. Avec Marcello Mastroianni, elle partagea une complicité rare, collaborant sur 12 films. Elle se souvient de leurs moments hors caméra, riant autour de plats de pâtes ou discutant de la vie. Avec Omar Sharif, elle cuisinait des recettes napolitaines sur le plateau de la chute de l'Empire romain, transformant les longues journées de tournage en fêtes improvisées. Une idylle fugace avec Cary Grant en 1957, lors du tournage de L'Orgueil et la Passion, troubla son cœur. Grant, épris, lui proposa de tout quitter pour elle, mais Sofia choisit Carlo, son « port sûr ». Grant, gentleman, accepta sa décision avec élégance, lui souhaitant bonheur et succès. Une autre liaison, avec Peter Sellers en 1962 sur le plateau de The Millionaires, se termina amicalement. Sofia confia plus tard « J'ai laissé les hommes tomber amoureux de moi à l'écran, mais mon cœur appartenait à Carlo. » Ses relations avec Marlon Brando et Gregory Peck furent plus tendues. Elle reprocha à Brando son manque de respect envers Charlie Chaplin sur une comtesse de Hong Kong, et décrivit Peck comme distant sur Arabesque, laissant entendre des tensions non résolues. En septembre 2023, une semaine après son 88e anniversaire, un drame frappa.
Sofia chuta à son domicile de Genève, fracturant son fémur et sa hanche. Une intervention chirurgicale immédiate s'imposa, bouleversant ses fans qui voyaient en elle une force inaltérable. Dans une déclaration émouvante, elle remercia le monde pour son soutien, affrontant sa convalescence avec courage. La rééducation fut intensive, marquée par des journées de douleur et de patience. Entourée de sa famille, elle trouva du réconfort dans des promenades tranquilles dans son jardin, observant les fleurs qu'elle avait plantées, et dans des appels vidéo avec sa sœur Maria, restée en Italie. À 90 ans, grand-mère aimante de 4 petits-enfants, elle continue d'envisager des projets, portés par une résilience forgée dans l'adversité. Elle confia récemment, « Le vieillissement n'est pas une fin, mais une autre scène à jouer ». Son apparition au Festival de Venise en 2023, juste avant sa chute, dans un tailleur ivoire éclatant, rappela au monde qu'elle restait une icône, même face aux épreuves. L'héritage de Sophia Loren transcende ses 70 ans de carrière. De l'or de Naples à la vie devant soi, elle a incarné des femmes complexes, des héroïnes du peuple aux figures tragiques, prouvant que la beauté n'est rien sans l'âme. Ses efforts humanitaires, son amour pour la cuisine italienne, et sa capacité à surmonter les scandales et les épreuves personnelles font d'elle une figure d'inspiration. À la cérémonie des Oscars 2014, elle déclara « J'ai grandi pendant la guerre, rêvant seulement de survivre au lendemain. Chaque rôle, chaque défi, m'a appris à transformer la douleur en quelque chose de beau. » Aujourd'hui, installée à Genève, elle cultive son jardin, lit des romans classiques, et échange des histoires avec ses petits-enfants par vidéo. Son histoire, des ruelles napolitaines au tapis rouge d'Hollywood, est un hymne à la survie, une preuve que la passion et la détermination peuvent défier le temps. Que pensez-vous de cette légende vivante? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires qui illuminent les vies extraordinaires.